Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Je sais que je commence chaque semaine ou chaque mois avec la même phrase, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci pour ça. N'hésitez pas à nous faire part de vos feedbacks. Vous avez deux moyens pour faire ça. Vous pouvez nous laisser des messages sur le Twitter d'AWS France, AWS France tout attaché, tout en un mot, ou sur mon Twitter personnel, Sébastien Stormac, Sebsto, SEBSTO. On lit chacun de vos feedbacks et on en prend compte pour les prochains épisodes du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy de la société D2SI. Donc D2SI, c'est un partenaire premier d'AWS en France. Ils accompagnent leurs clients dans leur migration, dans leur voyage vers le cloud. C'est également une société qui fait des formations AWS. Donc il y a une formation par semaine. Il y a 5 traîneurs certifiés qui délivrent à longueur d'année les formations AWS et qui préparent à la certification. Ils ont plus de 100 consultants, ils ont plus de 300 certifications combinées, ce qui est assez impressionnant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécifique et assez niche. On va parler de sécurité. Et la sécurité, ça intéresse tout le monde. Et c'est vraiment la priorité numéro 1 d'AWS, mais également des clients AWS. Avec ce modèle de sécurité partagée que vous connaissez probablement, parce qu'on en parle assez souvent, nous, AWS, on s'occupe de la sécurité de l'infrastructure, du cloud lui-même. Et c'est à charge de nos clients ou des sociétés qui accompagnent nos clients de gérer la sécurité dans le cloud. Alors, il y a plein de services qui parlent de sécurité. On ne va pas pouvoir parler de tout aujourd'hui. On va parler d'un service très particulier pour résoudre un cas d'utilisation ou pour apporter une solution à un cas d'utilisation bien précis. Et on va parler d'IAM avec toi. Tout à fait. Voilà, pour l'introduction à très haut niveau. Merci. Alors, Jérémy, c'était quoi le problème de D2SI avec les comptes AWS que vous donnez à vos consultants ? Nous donnons à nos consultants des comptes AWS pour qu'ils puissent tout simplement faire leurs tests, expérimenter. Donc chacun a un compte individuel qui est rattaché à l'organisation AWS de l'entreprise. Donc AWS Organisation, c'est le service qui permet de créer de multiples comptes AWS en ayant une facturation centralisée et en ayant un point de gestion et certaines capacités centralisées pour gérer ces comptes. Donc l'idée, c'est d'avoir un compte master qui appartient à la société et chaque consultant a son compte propre. Tout à fait. Et ces comptes propres sont rattachés au compte master au travers d'un service qu'on appelle AWS Organisation, notamment pour des questions de facturation, de ne recevoir qu'une seule facture consolidée à la fin du mois. C'est bien ça l'idée ? C'est ça, et puis ça va un peu plus loin, on le verra plus tard. On en parlera. Toujours est-il que chaque consultant a un compte dans l'organisation, et évidemment pour qu'on puisse garder la maîtrise de ces comptes, il faut qu'on s'assure de quelque chose. Quand on crée un compte via organisation, le service crée un rôle qui est posé dans ce compte, qui est un rôle administrateur, qui ne peut être assumé que depuis le compte master de l'organisation, et qui nous sert en fait à tout simplement administrer le compte, donc créer l'utilisateur pour le consultant qui va recevoir le compte, et faire diverses actions de préparation du compte. Et notre problématique qu'on avait, c'est qu'on voulait donner à l'utilisateur, à notre consultant, toute la liberté de faire tout ce qu'il veut dans ce compte, donc on veut qu'il soit administrateur du compte lui-même, mais on veut aussi s'assurer que le rôle administrateur de l'organisation ne puisse pas être détruit, ne puisse pas être modifié, qu'il soit protégé. En gros, vous voulez donner toute la liberté que vous pouvez à vos consultants, qui puissent expérimenter tous les nouveaux services sans vraiment avoir de limites, c'est ça. Mais pas détruire le rôle qui vous permet de gérer le compte. Exactement. Garder le et en fait, c'est pas tant le consultant dont on se méfie, c'est que, comme on a des gens qui parfois débutent, ils peuvent faire des erreurs comme publier leur clé d'accès sur un Git public, ce qui se traduit par souvent des petits problèmes de minage de Bitcoin. On a déjà eu, malheureusement, ce cas d'usage, donc on n'est pas juste complètement parano, ça nous est arrivé. Et heureusement, en général, ça s'arrête là, on descend dans le compte, on nettoie tout et tout va bien. Mais la question qu'on se pose, c'est mais si ce cas-là arrive et que en plus l'attaquant supprime le rôle d'organisation qui nous permet de reprendre le contrôle, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que du coup, on va miner du Bitcoin pendant bien plus longtemps et donc ça va nous coûter beaucoup plus cher comme erreur. Ce qui est sympa dans votre approche de compte pour les consultants, c'est que plutôt que de les brider, vous leur donnez total contrôle de leur compte, tout en mettant en place des mécanismes semi-automatiques ou complètement automatiques, on va en parler,
pour limiter les cas d'erreur, parce que l'erreur est humaine, tout le monde peut faire une erreur, c'est normal, il ne faut pas être blâmé pour ça, mais qui est une espèce d'infrastructure organisationnelle pour assurer de limiter les dégâts en cas d'erreur. C'est ça, c'est notre but, on veut leur laisser toute liberté et quand même s'assurer de ne pas perdre la maîtrise, tout simplement, voilà, et qu'ils soient responsables de leur compte au maximum. Et donc vous avez plusieurs comptes, chacun de ces comptes, enfin chaque consultant a son compte, avec un rôle admin qui permet à des DESI quand même de garder la main. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche à moi, consultant, volontairement ou par erreur, d'effacer ce rôle? Parce que si j'efface ce rôle admin ou si je le modifie, ça veut dire que l'organisation des DESI n'a plus accès au compte du consultant. Tout à fait, ça veut dire que le seul lien qui reste entre le compte du consultant et l'organisation des DESI, c'est la facturation, mais on n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe dans le compte. Ce qui évidemment peut poser un problème, notamment si la personne part en vacances, ou bon bref, peu importe. La question, donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Historiquement, jusqu'à il y a un petit peu plus d'un an, la réponse était très simple, on ne pouvait rien faire. Soit on limitait drastiquement les possibilités du consultant, et auquel cas, ok, on pouvait protéger notre rôle, mais d'un autre côté, il était limité, il ne pouvait pas faire tous les tests qu'il voulait. Soit on décidait, et c'est ce qu'on avait décidé de faire historiquement, on lui laisse la liberté, et puis tant pis pour ce problème-là qu'on ne pouvait tout simplement pas traiter. Donc on avait décidé de favoriser la liberté des consultants. Les choses ont changé avec l'arrivée l'année dernière, il me semble que c'était en juin, des Boundary Policy. Alors, donc là, on parle d'IAM, Tout à fait. Identity and Access Manager, qui est le service gratuit qui permet de gérer les comptes, les rôles, les users, les groupes et les permissions de ces groupes. Et donc, il y a à peu près un an, AWS a introduit ce concept de boundaries. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une boundaries en IAM? Tout à fait. Donc, une boundaries, à la base, c'est une policy IAM. Donc, c'est une policy très classique qui est écrite comme n'importe quelle autre policy, avec le même langage de policy, JSON, statement, que tout le monde adore, que tout le monde connaît. La différence, c'est la manière dont on attache cette policy. Donc, elle peut être attachée classiquement, ça c'est comme avant, et la nouvelle possibilité, c'est de l'attacher en tant que boundary. Donc, ça peut être attaché en tant que boundary sur un utilisateur ou sur un rôle. Et l'effet concret, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, les droits réels de l'utilisateur ou du rôle en question, c'est l'intersection logique entre ce que la boundary permet et ce que les droits de l'utilisateur permettent. Donc si j'essaie de représenter ça visuellement, si on fait deux cercles sur un tableau blanc, j'ai un cercle avec les permissions qui sont attachées à l'utilisateur et le rôle, c'est le classique d'IAM, il vient s'ajouter un second cercle avec les permissions qui sont autorisées ou non par le boundaries, et ce que l'utilisateur aura vraiment le droit de le faire, c'est l'intersection de ces deux cercles. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça permet un cas intéressant, qui est d'ailleurs le premier cas d'usage qui a été repris dans le blog, dans la note de blog qui avait annoncé l'arrivée des boundaries. C'est qu'il est possible d'écrire cette policy via des statements un peu, on va dire, intelligemment faits, pour que, en fait, elle force sa propre réplication. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça se passe tout seul et qu'elle se réplique automatiquement, ça veut dire qu'on peut l'écrire de sorte à ce que l'utilisateur sur lequel on pose cette boundary soit forcé, dans le cas où il crée un nouveau rôle ou crée un autre utilisateur, qu'il soit forcé de reporter la boundary sur ce nouveau rôle, sur ce nouvel utilisateur. Donc en fait, la policy est écrite de sorte à ce qu'il soit interdit à l'utilisateur de créer un autre rôle ou un autre utilisateur sans mettre la boundary dessus. Ce qui fait qu'en fait, elle force sa propre réplication. Et donc, comment on fait ça? On prend la policies, il y a le principal, il y a l'action qui est par exemple de créer un rôle, et puis on va dire, on fait un deny si une condition n'est pas c'est exactement ça. L'arrivée des boundaries, dès le début, a été associée avec l'arrivée d'une nouvelle condition spécifique à IAM, qui est, alors je ne me souviens plus exactement, mais c'est IAM de .permission boundary, il me semble. Et donc, quand on fait le call create role, par exemple, on peut dire deny create role si la condition IAM boundary n'est pas notre boundary, n'est pas respectée. Et donc, ça c'est du code tout à fait générique qui peut s'appliquer à n'importe quelle boundaries. Je mettrai un lien dans l'épisode, dans les notes de l'épisode du podcast vers le blog que tu mentionnes, comme ça on pourra regarder ce code. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une permission qui dit je ne peux créer un rôle ou un utilisateur que si je lui attache la boundaries qui m'est attachée à moi. C'est exactement ça. D'accord. En tout cas, c'est une façon de l'écrire. On pourrait faire des choses plus compliquées, mais
L'idée de base est celle-là. Et donc, comment vous utilisez ça pour le use case qui nous intéresse? Donc, je rappelle, le use case, c'est dire, je veux pas que mon consultant efface mon rôle d'administration. Exactement. Et donc, en fait, on l'a dit. Donc, une boundary, c'est déjà, elle va venir limiter les droits de l'utilisateur, puisque ces droits réels vont être l'intersection entre ce que la boundary dit et ses droits disent. Donc, il faut, pour qu'il ait un droit, que ce soit déjà dans la boundary. Donc, en fait, tout simplement, on va écrire une boundary qui se réplique automatiquement et qui ne donne pas à notre consultant le droit de modifier, on va dire, de modifier ou de supprimer notre rôle d'organisation. Et voilà. Et comme il va être obligé de répliquer cette boundary à chaque fois qu'il crée une nouvelle entité IAM, donc un nouveau rôle ou un nouvel utilisateur, et ben il ne pourra pas en fait sortir de cette frontière indépassable. En fait, le nom boundary représente bien, parce que c'est vraiment une espèce une frontière. Bulle, une frontière, une bulle, et je suis dans ma bulle et je peux pas. C'est exactement je peux pas en sortir. Donc le use case typique des boundaries, c'est éviter l'escalation de privilèges, exactement. Donner un rôle, un groupe, un utilisateur plus de privilèges que ce que je n'ai reçu moi-même. Exactement, et c'est un use case qui était important et bienvenu, puisque si on fait un petit peu d'historique, avant l'apparition des boundaries, dès qu'un utilisateur avait la possibilité de créer un rôle et de lui attacher des permissions, il n'y avait aucun moyen dans le langage IAM d'exprimer une interdiction de créer un rôle administrateur, par exemple. Ce qui fait que l'utilisateur, dès lors qu'on lui donnait l'autorisation de créer un rôle, eh ben, il pouvait créer un rôle assumable par lui et administrateur. Donc je crée mon propre rôle admin, j'assume ce rôle-là et voilà, je suis admin. C'est exactement ça. Et du coup, avec les boundaries, bon, il peut toujours créer un rôle, il peut toujours faire en sorte que ce rôle soit admin dans les permissions qu'il lui donne, sauf qu'il sera obligé de répliquer sa boundary dessus. Et donc, il sera obligé de répliquer ses propres limitations sur le rôle. De fait, il ne peut plus créer un rôle ou un autre utilisateur qui ait plus de droits que lui-même. Génial, donc les boundaries, ça résout votre problème. Ouais. Comment vous les avez appliqués sur le compte de vos consultants? Donc, puisqu'on a des consultants qui arrivent régulièrement et qu'il faut donc créer régulièrement des comptes, on a un script qui fait ça. C'est un script Python qui utilise les API de AWS Organisation pour faire la création de compte, puis ensuite va assumer le rôle admin créé pour créer l'utilisateur, mettre un mot de passe temporaire dessus, envoyer un mail à l'utilisateur pour lui donner toutes les informations de connexion. Donc ce script-là, on l'a modifié pour que, en plus, dans ses actions de préparation, eh bien, il crée la boundary. On a un template qui sert pour créer la boundary et applique la boundary sur l'utilisateur. Donc on a juste, on va dire, ajouté une étape sur le script de création des comptes. Et puis évidemment, il a fallu reprendre l'existant. On avait déjà des comptes de créer qui n'avaient pas la boundary. Et donc là, on a écrit un script qui très rapidement passe dans tous les comptes de l'organisation, fait la liste de tous les utilisateurs et rôles existants, et pareil, créer cette boundary et l'applique sur toutes les entités. Et ça, c'était un one-shot, c'était un truc à faire une seule fois. Ça, c'était un truc à faire en une seule fois, tout à fait. Ouais. D'accord. Et puis, résultat, donc l'objectif est atteint. Les utilisateurs n'ont pas les droits de modifier ou de supprimer notre rôle d'organisation. Ils n'ont pas non plus la possibilité d'escalader leurs droits. Donc l'objectif est purement atteint. Par contre, il y a un petit souci, c'est que, comme on l'a dit, la boundary n'est pas un mécanisme automatique qui se réplique, c'est un mécanisme qui force l'utilisateur à faire la réplication, mais ça reste une action qu'il doit faire. Donc c'est-à-dire que il doit modifier son comportement pour tenir compte de l'existence de la boundary. Donc ça a deux conséquences. Il y en avait une première, c'est que donc, comme on fait beaucoup d'automatisation, on utilise du CloudFormation, on utilise du Terraform, c'est les technologies qui composent peut-être sans doute 99% de ce qu'on fait. Et évidemment, les comptes des consultants servent notamment pour eux à tester ce qu'ils écrivent avant d'aller l'appliquer chez les clients. Et il y a deux problèmes, c'est que déjà, concernant CloudFormation, les boundaries n'étaient pas prises en compte quand elles sont sorties, donc ils ne pouvaient tout simplement pas plus faire de CloudFormation dans leur compte. Un problème récurrent avec CloudFormation, il y a quelques semaines souvent, au minimum, entre le moment où une fonction sort et au moment où elle est disponible sur CloudFormation. Et côté Terraform, ça a été un petit peu plus rapide parce que la communauté, c'est open source, etc. Néanmoins, comme Terraform, soit on écrit le Terraform en mettant une boundary, soit on l'écrit sans. Or, chez les clients, nous, on l'a mis en place très très rapidement. Donc, chez les clients, ça se voyait pas du tout, pour ainsi dire. Et donc, les consultants se retrouvaient obligés à modifier les templates qu'ils ont testés sur leur compte pour les adapter aux clients. Si j'essaye de résumer, le fait que votre boundaries ait une condition qui dit
il faut attacher cette boundary sur toute création de compte. Tous les scripts qui créent des comptes ou qui créent des rôles foiraient parce que ces scripts, évidemment, ils n'étaient pas prévus pour ajouter. C'est exactement ça. La limitation marche très bien et donc elle marche également pour tout ce qui est automatisation. Et donc les consultants, ils ne devaient pas être super contents. Donc les consultants n'étaient pas super contents. Donc bon, évidemment, on a fait ce qu'on fait d'habitude en sécurité. On a dit c'est comme ça, adaptez-vous. Voilà. Mais il y a encore un autre truc qui est embêtant et qui lui, alors parce que ce CloudFormation a fini par supporter les boundaries. Sur Terraform, on a pu trouver, notamment avec les évolutions récentes, on a des moyens. Les consultants ont trouvé des petits moyens pour prévoir leur template de sorte à ce que les modifications soient minimales pour dire avec ou sans boundary. Donc ça s'est résolu, on va dire, en quelques mois. Par contre, il y a aussi tous les services AWS qui essaient de nous aider en créant eux-mêmes les rôles dont ils ont besoin. Donc ces services-là, souvent... Tu as un exemple de service? Oui, alors on a DeepRacer qui récemment est arrivé, on a CodeStar. CodeStar est un véritable enfer avec les boundaries, c'est complètement inutilisable. Donc ces services, ils créent des rôles. Oui. Évidemment, ils connaissent pas votre boundaries. Ils savent pas qu'il y a une boundary à mettre, donc ils essaient de créer le rôle quand l'utilisateur fait un call API ou fait un clic dans la console, et sauf que du coup ça génère une erreur puisqu'il essaie de le créer sans boundary, c'est interdit et ça ne marche pas. Certains services donnent l'alternative entre créer automatiquement le rôle ou passer un rôle déjà existant, donc donner l'ARN d'un rôle existant. Donc pour ces services-là, on s'en sort, on pré-crée le rôle comme il faut, et puis ensuite on le passe au service. Mais d'autres ne permettent pas de le faire. CodeStar est un très bon exemple, et lui c'est le pire de tous, parce que non seulement il faut initialiser CodeStar, et il essaie de créer des rôles, mais en plus, à chaque fois qu'on crée un projet, il utilise les rôles qu'on a créés précédemment pour créer d'autres rôles pour le projet. Et là, ça devient vraiment tricky. Les rôles sont imbriqués. Exactement. Et donc là, j'étais consultant D2SI, je vais faire quoi? Aller frapper à la porte de l'administrateur du compte, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux me créer des rôles? Exactement, c'était, quand il y avait ces use cases-là, on allait un peu à la main dans le compte du consultant, en utilisant le rôle de l'organisation qui, lui, évidemment, n'est pas limité et pas concerné par les boundaries, pour initialiser les services et puis ensuite laisser le consultant les utiliser. Ça me rappelle un peu l'organisation IT du siècle passé où il fallait aller frapper à la porte des sysadmins pour dire j'ai besoin de telle permission. C'était un peu ça. Alors bon, évidemment, on est beaucoup plus réactif et agile chez D2SI, mais oui, il y avait cette composante-là qui était complètement sous-optimale. Après, heureusement, les use cases où il n'y avait vraiment pas de possibilités pour s'en sortir aux consultants étaient assez limitées. Il y a CodeStar, il y a DeepRacer, il y avait aussi Workspace qui était concerné. La plupart des autres services, ils se prenaient l'erreur et puis finalement ils avaient qu'à créer le rôle manuellement, le passer au service et ça se passait bien. Malgré tout, il y avait c'était pas toujours très bien vécu par les consultants. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé cette année, c'est assez récent. On parle d'un changement qu'on a introduit en mars de cette année. Oui, c'est fin mars. Et fin mars, et alors donc là, il faut qu'on parle de SCP. Ah, qu'est-ce que c'est que SCP? Alors, qu'est-ce que c'est que SCP? Donc, SCP, c'est les Service Control Policy. Ce sont des policies très similaires à IAM. En fait, le langage est celui de IAM. Et la différence, c'est que ces policies résident au niveau du compte master organisation. Donc on va dans le service AWS organisation dont on parlait tout à l'heure. Dans le compte master. Dans le compte master. Et là, on peut définir des policies qui vont s'appliquer à tous les comptes qui sont attachés à cette organisation. On peut les voir comme des super policies. C'est-à-dire que c'est des policies qui vont s'appliquer à un compte AWS entier, ou à plusieurs. On a une notion d'organizational unit qui permet évidemment de factoriser tout ça. Cette policy va vraiment agir comme une super policy, c'est-à-dire que quoi que l'utilisateur IAM final d'un compte AWS ait comme droit, de toute façon, il ne pourra pas dépasser la SCP. Donc la SCP, il n'a aucun contrôle dessus, elle réside, comme on le disait, dans le compte master. En fait, ils ne peuvent même pas la consulter, donc ils ne savent pas. D'ailleurs, ça peut poser des soucis des fois en entreprise, mais chez nous, on n'a pas trop le problème. Et donc la SCP permet de créer une super policy qui va venir limiter les actions des comptes. Historiquement... Et donc maintenant, en tant qu'utilisateur d'un compte qui appartient à une organisation, j'ai plus deux ensembles de droits, les boundaries et mes droits, je vais dire organiques attachés à l'utilisateur ou au rôle, mais j'en ai trois. J'ai mes boundaries, mes permissions organiques et les permissions héritées en quelque sorte, la SCP,
hériter du compte master. Tout à fait. C'est exactement ça. Après, bon, il y a encore d'autres choses qu'on peut prendre en compte. Il y a les ressources policy qui viennent encore complexifier le moteur de résolution IAM. Mais en effet, les SCP, elles s'appliquent à tout le compte. Donc, historiquement, bon, les use cases étaient très simples parce que les SCP ne pouvaient prendre en compte que des hello ou deny sur des actions. On ne pouvait pas utiliser ressources, c'est-à-dire qu'on était forcé de mettre étoile sur ressources, et on ne pouvait pas utiliser de conditions. Donc vous ne pouvez pas donner une interdiction ou une autorisation sur une ressource spécifique. Ressource étant un terme assez générique AWS, ce qui veut dire une instance EC2, un volume EBS, c'est ça. Un rôle ou un Exactement. En fait, donc historiquement, si on avait essayé de faire via SCP la limitation qu'on voulait faire, on n'aurait pas eu le choix. Soit on aurait dit il est interdit de modifier, supprimer n'importe quel rôle, soit c'est autorisé de le faire. On ne pouvait pas dire il est interdit de modifier, supprimer ce rôle-là dans les comptes. Parce que pour faire ça, il aurait fallu pouvoir utiliser le bloc ressources. Or, on ne pouvait pas. Donc tout ce que les SCP permettaient de faire, c'était assez limité, c'était d'ouvrir ou de fermer des calls API vraiment en mode très bête et méchant, on-off. Donc bon, ça peut avoir son intérêt, mais c'est quand même un peu violent. En général, on a besoin d'un peu plus de granularité. Et donc, retour à votre use case, je veux interdire à mes utilisateurs, à mes consultants finalement, de modifier le rôle admin au sein de leur compte. Comment le SCP aide dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, le 29 mars, il me semble, je suis peut-être un peu trop précis, mais il me semble que cette année, voilà, l'avènement est arrivé. Un heureux événement arrive puisque les SCP, il y a une annonce qui donc dit les SCP se mettent à supporter les ressources et les conditions. Et là, ça change tout parce que du coup, on peut maintenant écrire une SCP qui dit il est interdit de modifier ou supprimer un rôle qui a telle forme d'ARN. Donc l'ARN, c'est l'Amazon Resource Number, donc c'est on va dire la chaîne de caractères qui identifie de manière unique toute ressource Amazon au niveau mondial. Donc il est composé de sorte à ce qu'il soit toujours différent entre différents comptes, etc. Et on peut utiliser, et ça c'est très chouette, on peut utiliser des wildcards, donc une étoile, un astérisque, pour dire cette partie-là de l'ARN, en fait, ça peut être n'importe quoi. Et donc nous, typiquement, notre rôle s'appelle D2SI admin dans tous les comptes. Et on a juste eu à écrire il est interdit de supprimer ou de modifier ressources, l'ARN du rôle des SI admin avec juste une étoile au niveau du numéro de compte. Et donc de fait, la SCP s'applique à tous les comptes et dans tous les comptes, le rôle des SI admin est matché par cette ressource. Et donc l'interdiction s'applique uniquement à la ressource. Donc, j'essaie de résumer. Vous créez une policy qui dit deny, interdit, sur l'ensemble des actions. Pour résumer, on va dire create role ou modify role, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. On ne peut pas ni effacer ni changer les permissions de ce rôle-là, les policies attachées à ce rôle-là, pour tous les rôles qui portent le nom des D2SI admin dans n'importe quel compte AWS. Et cette policy, elle est attachée à AWS Organisation sur votre master account, et c'est AWS Organisation, le service qui va, on va dire de façon imagée, pousser, techniquement c'est pas correct, mais les comptes qui dépendent de cette organisation vont hériter, c'est plus correct, vont hériter de cette policy-là. Et donc elle s'applique automatiquement par défaut et sans rien avoir à faire sur tous les comptes qui sont créés et rattachés à cette organisation. C'est le gros avantage, c'est que c'est une policy centrale qui se manage de manière centralisée et il n'y a rien à faire pour qu'elle s'applique sur les comptes de l'organisation. Donc quand on crée un nouveau compte de consultant, on n'a rien de spécifique à faire dans son compte pour que l'interdiction de modifier le rôle des D2SI admin prenne effet. Le simple fait que le compte soit créé au sein de l'organisation, et potentiellement posé dans l'OU, donc dans l'unité d'organisation qu'il faut, donc celle des consultants en l'occurrence. Le simple fait de faire ça fait que automatiquement et instantanément, c'est assez chouette les SCP pour ça. Voilà, l'interdiction de modifier le rôle prend effet. Il n'y a pas de délai de propagation. Non, il n'y a pas de délai. Ça a un avantage complémentaire aussi. Si jamais le consultant vous quitte pour quelque raison que ce soit et récupère son compte, vous détachez le compte de l'organisation et ça annule l'effet de la SCP finalement. Tout à fait, oui. Encore testé alors ce use case n'est pas encore arrivé, mais en effet, on peut imaginer qu'un consultant qui quitte l'entreprise puisse tout simplement poser sa carte bancaire sur son compte des D2SI, détacher le compte de l'organisation, et il peut le faire de lui-même. Et ça y est, il est plus soumis. Et donc il pourra effacer le rôle. Il pourra effacer le rôle, et une fois qu'il a mis sa carte, à la rigueur, c'est légitime.
Et donc les boundaries sont plus nécessaires dans ce cas-là. Alors elles sont plus nécessaires pour notre use case, puisque la protection d'une ressource, notre use case est très spécifique, on a une ressource qui est identique dans tous les comptes et qui doit être protégée. En fait on a plus que ça, mais celui-là est un bon exemple. Et donc pour ce use case-là, clairement les SCP deviennent très très supérieurs. Ça peut s'appliquer à d'autres ressources à protéger, je pense à CloudTrail par exemple, le fait d'activer CloudTrail, on pourrait avoir une SCP qui dit j'interdis de désactiver CloudTrail. Oui, alors on n'a même pas besoin de ça parce qu'en fait maintenant il y a des CloudTrail d'organisation qui existent et qui, on va dire toutes seules font cette chose-là, mais oui c'est possible de le faire. En fait, tant que on n'est plus limité, en fait les SCP n'ont plus aucune limitation, on peut utiliser maintenant toutes les ressources qu'on pourrait utiliser dans une policy IAM normale, on peut utiliser toutes les conditions qu'on pourrait utiliser dans une ressource policy normale. La seule limite, c'est que il faut que les statements soient de type deny, mais à la rigueur c'est anecdotique. D'un point de vue use case, on est vraiment plus limité. Les SCP permettent de faire vraiment des super policy IAM qui s'appliquent à des comptes entiers. Alors deny, c'est pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec les policies IAM, c'est l'objectif d'une règle de sécurité, soit on autorise, soit on refuse, et l'engin qui calcule les policies va d'abord chercher des deny. Donc s'il y a un deny quelque part, un deny explicite, c'est lui qui aura priorité sur tout le reste. Peu importe d'où vient le deny, si quelqu'un a dit qu'on peut pas, on peut pas. C'est ça. C'est vraiment la règle de base. Alors j'essaie de comprendre alors la différence entre les boundaries et les SCP. C'est pour des use cases assez différents finalement. Finalement, oui. Si on résume, notre use case était la protection d'une ressource. Et la protection d'une ressource, à l'époque, quand les boundaries sont sortis, c'était le seul moyen qu'on avait. On a utilisé le use case interdire l'escalade de privilèges que les boundaries adressent pour, on va dire, insérer dedans notre use case protection des ressources. C'est-à-dire que on a dit l'utilisateur n'a pas le droit de modifier cette ressource-là, notre rôle de SI admin, et via la boundary, on a fait en sorte qu'il ne puisse pas escalader ses droits de sorte à obtenir le droit de modifier le rôle. Donc finalement, vous contourniez le use case initial. Disons que pour l'adresser, on a été obligé d'adresser un use case plus large qui est celui de l'élévation de privilèges. Donc de fait, pour répondre à ta question, les boundary policy restent tout à fait légitimes pour le use case d'élévation de privilèges. C'est-à-dire qu'au sein d'un compte AWS donné, on a plusieurs utilisateurs. Classiquement, en entreprise, on a plusieurs utilisateurs, plusieurs rôles, et qui ont des rôles différents. Peut-être qu'il y a ceux qui sont chargés de s'occuper de la base de données RDS, ceux qui sont chargés de s'occuper des instances EC2, et peut-être que les uns et les autres ont besoin pour leur quotidien de pouvoir créer des rôles. Et à partir de là, le use case d'élévation de privilèges intervient, c'est-à-dire qu'on le disait au début, dès qu'on peut créer un rôle, en absence de boundary, dès qu'on peut créer un rôle, on peut devenir admin du compte. Si on a donc au sein d'un même compte deux équipes qui ont des besoins différents et qu'on veut les garder, on va dire, enfermés dans leur rôle, qu'elles ne puissent pas dépasser leurs droits, la boundary reste la seule solution et le moyen de le faire. Si en revanche le use case est plutôt similaire à celui qu'on a, donc d'avoir des ressources, un ensemble de ressources à protéger qui sont les mêmes dans tous les comptes, donc c'est typiquement des ressources d'organisation, tu évoquais CloudTrail, c'est un bon exemple, ce fameux rôle, peut-être d'autres rôles, des rôles de sécurité, des rôles, voilà. Quand on a d'audit. Exactement, quand on a des ressources en fait identiques dans tous les comptes de notre organisation. Des buckets S3 avec des logs, par exemple. Le problème des buckets S3, c'est qu'ils sont forcément pas identiques parce que leur nom doit être unique au niveau monde. Mais en effet, la philosophie est celle-là. Si on a des ressources à protéger dans tous les comptes d'une organisation, la SCP aujourd'hui, depuis fin mars 2019, est le moyen de le faire. Si on veut simplement créer différents rôles au sens vraiment conceptuel, un rôle database admin, un rôle instance admin, et qu'on veut limiter les gens qui bénéficient de ces rôles dans leur rôle, la boundary reste en fait le moyen d'éviter l'escalade de privilèges et le seul qui existe. D'accord, donc deux use cases, boundaries pour éviter l'escalation de privilèges, je ne peux pas donner à quelque chose que je crée plus de permissions que ce que j'ai moi-même, et les service control policy qui font partie donc du service AWS organisation pour protéger certaines ressources et éviter que des comptes rattachés à une organisation ou des utilisateurs de ces comptes puissent effacer des ressources système qui doivent être présentes dans tous les comptes
et auquel on ne peut pas toucher. Touche pas à ça, c'est pas pour toi, c'est pour nous. Alors ici, on a parlé de multi-compte dans un environnement SS2I. Vous avez des consultants qui ont la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qui est un confort de travail que j'apprécierais énormément en tout cas. Mais pour les entreprises, pour nos clients qui nous écoutent, avoir plusieurs comptes, pour vos clients également, avoir plusieurs comptes, c'est tout à fait normal. Quelle est la structure multi-compte que tu vois d'habitude chez les clients ? En général, donc déjà peut-être pourquoi faire du multi-compte. IAM est un moteur très puissant et très précis, mais ça peut devenir très très compliqué avec des policies IAM d'essayer de maintenir une isolation entre par exemple plusieurs projets au sein d'un même compte AWS. C'est souvent faisable, mais c'est extrêmement compliqué à faire, extrêmement compliqué à maintenir. Ça vaut carrément le coup de simplement en fait faire des comptes AWS séparés pour des projets séparés ou pour des environnements de projets séparés. Quand tu dis environnement, c'est développement, test, prod. Après, chacun a son nombre d'environnements, mais c'est ce principe-là. Donc voilà. Donc, pour cette raison, les entreprises vont être amenées à faire plusieurs comptes. De là, ça veut dire qu'il faut s'organiser un petit peu, notamment un truc qu'on va voir systématiquement, c'est qu'on n'a pas envie dans chacun de nos comptes applicatifs de créer des utilisateurs IAM et que le matin, une personne qui a accès à 10 comptes soit obligée de se gérer 10 credentials séparés. Donc ce qu'on va faire, c'est systématiquement créer un compte qu'on va appeler User Manager ou... User Manager, c'est très bien, on voit très bien ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce compte ? On va tout simplement créer tous les utilisateurs IAM, tous nos utilisateurs, et ils se logueront systématiquement dans ce compte-là. Et derrière, on va leur donner le droit d'aller assumer le rôle dont ils ont besoin dans tel ou tel compte applicatif auquel ils ont besoin d'accéder. Et pour assumer un rôle, ça se fait dans la console, on peut faire ça graphiquement, ou en ligne de commande avec les profils AWS moins profil. Oui, alors moins profil, alors c'est STS Assume Role, mais bon, on peut en effet le faire à la fois en CLI et à la fois en console. Les deux use cases marchent très bien. Et ça, c'est le use case hyper méga classique. À partir du moment où une entreprise a plusieurs comptes AWS, ce qui est le cas de tous nos clients, il y a forcément ce compte User Manager. Il s'appelle peut-être autrement, mais il a cette fonction. Un autre use case très classique qu'on va voir, c'est un compte d'audit. Dans lequel on va chercher à centraliser tous les logs pour qu'il y ait tout simplement un endroit où on va pouvoir trouver par exemple toutes les trails, CloudTrail, tous les VPC Flow logs, peut-être d'autres logs applicatifs qu'on va vouloir centraliser. En tout cas voilà, cette fonction c'est un compte d'audit qui va centraliser tous les logs possibles et imaginables. On va souvent trouver un compte de sécurité qui va peut-être regrouper tous les outils de sécurité, des outils de compliance, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails des outils, mais ce compte-là est assez particulier aussi. Sa particularité, c'est que c'est souvent un compte qui, lui, va avoir le droit d'aller, au moins en lecture seule, aller dans tous les autres comptes pour contrôler telle chose ou telle chose, voire des droits de remédiation. Donc quelques comptes organisationnels de sécurité, de gestion des utilisateurs, et puis des comptes par environnement, dev, test, prod. Tout à fait. Et souvent aussi, dans une autre dimension, on est dans un truc matriciel ici, par projet ou par business unit. Typiquement. Donc ça fait rapidement quelques dizaines de comptes à ça gérer. peut faire des dizaines, ça peut faire des centaines. Des centaines de comptes. C'est souvent ça se compte en centaines dans une entreprise un petit peu d'une taille respectable. Il y a même des clients qui envisageaient d'avoir 10 000 comptes AWS à terme. Et donc c'est là l'intérêt d'AWS Organisation, c'est SCP, même Service nécessaire. Control Policies, pour pouvoir appliquer ces policies à grande échelle sur des comptes qu'on gère. Tu as parlé de ce sujet-là récemment au Meetup AWS User Group Paris. C'était en juin. Non, c'était début juillet, je crois que c'était le 9, il me semble. Ok, ça me permet de parler des user groups également. On a des user groups AWS qui sont gérés par la communauté dans plus de 10 villes en France, avec des milliers de membres et des dizaines de réunions par an. On est à une trentaine de réunions et on est au milieu de l'année seulement, donc il y en aura bien plus pour l'ensemble de 2019. Voilà pour les user groups, voilà pour le use case dont on a parlé aujourd'hui. Merci Jérémy d'avoir expliqué ça avec tant de clarté et tant de détails. Je t'en prie, j'espère. Tous les liens vers la documentation, vers les blog posts seront dans les notes texte de l'épisode que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain podcast AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.